Alors, bonjour tout le monde. Je remercie le bureau de la STJO pour cette invitation. C'est toujours un plaisir à nous de faire partie de la grande famille de la STJO et de participer à ces journées scientifiques. Alors, aujourd'hui, on m'a confié de parler des nouveautés en matière de prévention de la prématurité, bien évidemment, si ces nouveautés existent déjà. Donc, pour commencer, je rappelle l'accouchement prématuré qui est défini par la survenue d'un accouchement avant 37 semaines. En termes de fréquence, l'accouchement prématuré complique en Europe 5% à 14,7% des accouchements. La mortalité liée à l'accouchement prématuré reste lourde et on estime que cet incident est responsable de 75% de mortalité au cours de la première semaine de vie postnatale et de 35% de mortalité de nouveau-nés au premier mois de la vie. Alors, pour aborder le sujet, notre exposé va toucher à trois axes. Tout d'abord, agir sur les facteurs de risque de la prématurité, éviter la survenue d'un accouchement prématuré, donc éviter le dommage, et limiter le dommage d'un accouchement prématuré. Alors, nous nous sommes posé la question, c'est quoi les nouveautés? Donc, pour alléger la tâche à nous, donc, on s'est dit qu'on va se baser sur les recommandations des sociétés savantes, les revues et les méta-analyses, et on a limité notre recherche aux dernières 5 années, donc de 2018 à 2022. Alors, comment agir sur les facteurs de risque de la prématurité? Le tableau suivant résume l'ensemble des facteurs de risque admis actuellement dans la genèse ou la survenue d'un accouchement prématuré. Donc, ils sont multiples, de la grossesse multiple à la longueur cervicale raccourcie, la présence d'un saignement au début ou à la fin de la grossesse, l'antécédent d'un accouchement prématuré ou d'un avortement spontané, la présence d'une pathologie dentaire, les conditions socio-économiques défavorables, l'âge de la parturiente inférieure à 18 ans, le tabagisme, l'anémie, les vaginoses bactériennes et bien évidemment les infections urinaires. Donc, chose à retenir, c'est qu'il y a deux facteurs prépondérants dans la survenue de l'accouchement prématuré, à savoir le col raccourci inférieur à 25 mm et l'antécédent d'un accouchement ou d'un avortement spontané. Ce dernier facteur multiplie le risque de 30% lorsque la patiente a un antécédent d'un accouchement prématuré et ce risque va atteindre 57% si la patiente présente deux antécédents d'accouchement prématuré au plus. Il existe aussi d'autres facteurs modulables. Là, c'est intéressant parce que là, c'est notre rôle comme clinicien de chercher et d'agir sur ces facteurs modulables. Alors, en pratique, pour agir sur les facteurs de risque, il est recommandé de dépister toutes les femmes afin d'identifier et d'initier d'interventions adaptées à des facteurs de risque spécifiques. C'est un peu louche, mais là, on va comprendre ensemble. Le tableau suivant a été établi par le groupe Greater Manchester Eastern Cheshire en 2022, donc qui a subdivisé les femmes en risque élevé d'accouchement prématuré et de risque intermédiaire selon des facteurs de risque spécifiques. Pour chaque groupe, donc, la conduite va changer. Comme vous voyez, pour les patientes à risque élevé, ces patientes doivent être bien suivies dans des structures donc, spécialisées. Et comme facteur de risque à risque élevé, on va distinguer les femmes ayant eu un cerclage cervical lors des grossesses précédentes, les femmes ayant un antécédent de trachélectomie, les femmes qui avaient présenté un avortement ou un accouchement prématuré entre 16 et 34 semaines, les femmes ayant eu antérieurement une rupture prématurée de membrane, lorsque la patiente présente des sinuschies utérines, en particulier le syndrome d'Acharman, lorsque la patiente a dans ses antécédents un antécédent de biopsie, que ce soit excision cervicale par le bistouri électrique ou le bistouri mécanique,
et lorsque la patiente, on la connaît porteuse d'une malformation utérine. Donc, pour les deux paramètres, ce groupe, le GMES, donc, préconise que le suivi doit commencer tôt, entre 10 à 12 semaines pour les deux paramètres, les deux premiers paramètres, et à 16 semaines pour les 4 autres paramètres. Alors, pour les risques intermédiaires, ce risque englobe en fait les antécédents les femmes ayant un antécédent d'un accouchement par césarienne à dilatation complète, ou lorsque l'excision au bistouri électrique elle est jugée un incident, tout d'abord un incident de biopsie au bistouri électrique dont l'épaisseur et la profondeur dépassent 10 mm. Pour ces patientes, ils doivent être suivis par un spécialiste consultant et le suivi doit être rapproché et ça doit commencer à 16 semaines. Toujours comme action sur les facteurs de risque, les sociétés savantes recommandent que nous devons identifier lors des consultations prénatales les paramètres suivants: le tabagisme, préciser l'âge de la patiente, chercher si les patientes à une violence domestique ou d'autres pressions sociales, dépister une infection urinaire et ou une infection vaginale. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? Le sevrage, il est recommandé. Le sevrage tabagique, il est recommandé. Toute infection urinaire, même les bactériuries asymptomatiques, doivent être traitées. En cas de grossesse des femmes jeunes inférieures à 18 ans, donc ces parturientes jeunes doivent être transférées et prises en charge dans des consultations spécialisées pour le suivi de grossesse chez l'adolescente afin de leur fournir un soutien et des conseils adéquats tout le long de la grossesse. Pour les femmes ayant une violence domestique, elles doivent être directement conseillées et orientées vers un soutien spécifique. On doit aussi traiter toute anomalie dentaire. Alors, comme a dit Anissa, donc, au cours de notre consultation, les femmes peuvent nous poser plusieurs questions. Et là, il ne faut pas oublier, on doit encourager que la femme garde une activité physique régulière modérée. Les rapports sexuels sont aussi sans risque d'accouchement prématuré. Le régime alimentaire riche en fruits, en légumes gras et complets est aussi encouragé. À l'inverse, un régime riche en oméga 3, en vitamine D et en zinc n'a pas montré de bénéfice sur la réduction des facteurs de risque. Pour le travail prolongé, il est admis qu'il augmente les risques, mais jusqu'à maintenant, il ne recommande pas un repos systématique. Alors, comment peut-on éviter la survenue d'un accouchement prématuré et le dommage de cet incident? Il y a deux paramètres ou deux volets. Tout d'abord, on doit reconnaître, on doit prédire l'accouchement prématuré, et ensuite, lorsque on a dépisté les femmes à haut risque, comment doit-on agir? En matière de prédiction de l'accouchement prématuré, on dispose actuellement une panoplie d'examens. Tout d'abord, les biomarqueurs. Et on entend par biomarqueur la fibronectine fœtale, qui est sécrétée par la matrice déciduale. Donc, physiologiquement, elle n'est pas présente dans les liquides amniotiques entre 22 et 37 semaines. Ensuite, la PIGF-BP, le placental, le PAMG, ou placental associated alpha microglobuline, les marqueurs de l'inflammation et le taux d'acétate cervical. Alors, la fibronectine a été avancée jusqu'à 2016 et accordée par le Collège français comme étant le marqueur fidèle de la survenue de l'accouchement prématuré. À partir de cette date, d'autres méta-analyses se sont centrées sur l'intérêt de la fibronectine. Et on a remarqué qu'actuellement, les méta-analyses et les revues actuelles, les résultats sont discordants pour les femmes asymptomatiques. Donc, c'est vrai que ce marqueur, la fibronectine, a son rôle chez les femmes symptomatiques, mais pour les femmes asymptomatiques ayant des facteurs de risque d'accouchement prématuré,
la fibronectine n'est pas encore recommandée. Pour les deux autres facteurs, donc la PGF et la PAMG, donc la PGF, elle est aussi sécrétée par les membranes du cédual. Sa sécrétion, elle est due à la survenue de contractions utérines. On a remarqué que sa sécrétion, elle est liée à un raccourcissement de col, à l'accouchement prématuré et la rupture prématurée de membrane. Pour le PAMG1, elle était initialement testée dans le diagnostic de la rupture prématurée de membrane. Alors, l'ISIOG en 2018 donc, a publié une revue une méta-analyse donc, pour évaluer et tester le rôle prédictif de ces deux facteurs et de ces deux biomarqueurs. Donc, les conclusions des auteurs et que les deux biomarqueurs constituent un marqueur et un élément prédictif de la survenue de l'accouchement prématuré. Mieux que ça, il semble que le PAMG1 est plus sensible que la PGF et la fibronectine avec une valeur prédictive positive meilleure. Alors, en ce qui concerne les marqueurs d'inflammation et l'acétate de cervicale, je rappelle que l'accouchement prématuré est fréquemment associé à une inflammation. Il est aussi fréquemment induit par une infection. De ceci est née l'idée de tester et de chercher y a-t-il des marqueurs d'inflammation qui peuvent prédire indirectement la survenue d'un accouchement prématuré. Alors, donc, dans cette méta-analyse, les auteurs ont testé les taux sériques maternels de différents marqueurs de l'inflammation et on a remarqué que le taux de l'interleukine 6 et de l'RANTES ou Regulator Associated Normality Expressed and Secreted était significativement plus élevé chez le groupe de femmes ayant eu un accouchement prématuré par rapport à celles qui ont accouché à terme. Alors, ensuite, on a, on a étudié la sensibilité et la spécificité de ces deux facteurs et on a remarqué que le RANTES a une sensibilité et une spécificité meilleure dans la prédiction de l'accouchement prématuré avec une sensibilité qui atteint le 80%. Cette sensibilité va atteindre le 100% dans la prédiction d'un accouchement prématuré qui va survenir dans les 2 semaines suivant ce test. Toujours dans la même méta-analyse, les auteurs ont ensuite testé le rôle prédictif de l'acétate et de glutamate. Selon cette méta-analyse, on a pu sortir ces conclusions. Tout d'abord, il y a une corrélation entre les sécrétions de plusieurs métabolites et cytokines de l'état inflammatoire associés à l'accouchement prémat, la sécrétion de l'interleukine 6, le rapport entre acétate et glutamate, et la sécrétion de la RANTAS associée à un accouchement prématuré, mais surtout à un accouchement prématuré dans les 2 semaines qui suivent le prélèvement. Deuxième moyen de prédiction de l'accouchement prématuré, c'est l'échographie. Et là, donc, je pense que Anis a largement débattu ce sujet. Donc, l'intérêt, c'est d'identifier les femmes à risque. Le tableau suivant résume les différentes recommandations des différentes sociétés savantes concernant l'échographie. L'idée qu'on doit retenir, c'est que le dépistage universel n'est pas recommandé. Et on doit se limiter à dépister l'accouchement prématuré par échographie seulement chez les femmes qui ont un risque d'antécédents obstétricaux qui seront le candidat de ce test échographique. Alors, comment faire la mesure donc, en un temps, en 1 ligne, en 2 lignes? Je pense, Anissa a dit ça aussi, donc la mesure en 2 lignes semble être meilleure. Mieux que la longueur cervicale, donc on a passé ensuite à l'étude de l'élastographie par onde de cisaillement. Donc,
les méta-analyses étaient variées. Donc, dans une première méta-analyse, on a étudié la sensibilité de l'élastographie donc, dans l'apparition et le risque d'apparition de l'accouchement prématuré. Il semble que l'élastographie était sensible et spécifique. Ensuite, nous avons comparé, donc, et les auteurs ont comparé cet examen élastographique à l'examen de référence qui était la longueur cervicale. Donc, et les auteurs ont conclu que, tout d'abord, l'élastographie cervicale est une méthode promoteuse et fiable pour prédire l'accouchement prématuré. Et cette élastographie cervicale a montré une meilleure performance diagnostique pour prédire l'accouchement prématuré par rapport à la mesure de la longueur cervicale. Toujours avec l'élastographie, donc une autre étude très récente, donc publiée en juin donc 2002, qui s'est intéressée à l'étude de l'élastographie au cours du deuxième trimestre de la grossesse. Donc, les auteurs ont conclu que, en se référant à l'élastographie, donc cet examen va améliorer la performance de l'échographie avec mesure de la longueur cervicale dans la prédiction d'un accouchement prématuré. Mieux que ça, donc, ce papier apparu il y a 2 mois dans l'American Journal donc, a testé l'efficacité et la valeur diagnostique de l'élastographie au cours du premier trimestre. Les auteurs ont conclu que lors d'un examen échographique, lorsque on découvert à l'élastographie un col mou, cela augmente les risques de survenue d'un accouchement prématuré. Alors, au-delà de la longueur cervicale et de consistance, y a-t-il d'autres moyens? Eh bien, oui. Tout d'abord, la présence d'un SLATch. C'est quoi en fait un SLATch? C'est en fait un débris cellulaire qui va s'interposer au niveau de l'orifice interne du col. Ça constitue en fait un biofilm fait des cellules immunitaires, inflammatoires, pardon, qui sont dues à une infection ascendante ou à des microbes placentaires. Donc, on s'est dit que la présence d'un SLATch témoigne d'un état inflammatoire. Pourquoi pas tester la valeur prédictive diagnostique de ce test? Alors, dans cette méta-analyse, on a conclu que la présence d'un SLATch constitue un facteur de risque indépendant d'accouchement prématuré chez les femmes asymptomatiques lorsque le col est raccourci inférieur à 25 mm. Alors, on termine par le dernier paramètre échographique, la surrénale fœtale. Pourquoi on a pensé à mesurer la surrénale fœtale? Je rappelle que l'accouchement prématuré et la menace d'accouchement prématuré constituent un état de stress fœtal. On s'est dit, lors des stress, il va y avoir obligatoirement un élargissement de la zone des surrénales fœtales. Et on s'est centré à étudier cet élargissement de la surrénale fœtale pour prédire l'accouchement prématuré. Alors, comme vous voyez, la sensibilité et la spécificité de ce test, de la mesure du volume surrénalien étaient sensibles et spécifiques dans la prédiction de l'accouchement prématuré. Mieux que ça, on a comparé cette sensibilité et cette spécificité par rapport à la longueur cervicale et par rapport à l'élastographie. Donc, on a observé qu'une augmentation de 47% de la zone des glandes surrénales fœtales a une sensibilité de 90% et une spécificité de 80% dans la prédiction de l'accouchement prématuré. Alors, si on a classé ou dépisté les femmes à risque, comment doit-on agir pour prévenir un accouchement prématuré? Et on reste toujours dans la prévention. Donc, on dispose de 3 arsenals thérapeutiques, la progestérone, le cerclage et le PCR. Alors,
Nous commençons par la progestérone, et là, la grande méta-analyse du Lancet, donc en 2021, qui a regroupé 11 640 femmes, et incluant 31 études, donc deux femmes qui ont comme facteur commun une grossesse unique et des femmes asymptomatiques. Alors, les auteurs ont subdivisé les femmes en trois groupes. Tout d'abord, les femmes qui ont un facteur de risque, tout d'abord un col raccourci et ou un antécédent ou une histoire d'un accouchement prématuré, celles qui n'avaient pas d'antécédent d'accouchement prématuré et qui avaient une longueur cervicale supérieure ou égale à 3 cm, et celles qui avaient un antécédent d'accouchement prématuré, mais la longueur cervicale était normale. Donc, l'effet de la progestérone dans la prévalence de l'accouchement prématuré a été testé seulement dans les deux groupes, donc groupe à risque, groupe sans risque. Donc, et les auteurs ont observé que l'administration de la progestérone chez les femmes à risque a pu diminuer les risques de survenue de l'accouchement prématuré. Donc, ces constatations concordent en fait avec les recommandations de la FIGO en 2021, parce que la FIGO recommande l'administration de la progestérone par voie vaginale de façon quotidienne, ou la 17-hydroxyprogestérone à raison d'une fois par semaine chez les patientes à risque. Donc, ou bien un antécédent d'accouchement prématuré ou une longueur cervicale diminuée. Par contre, la FIGO ne recommande pas le recours à l'utilisation de la progestérone chez les femmes asymptomatiques sans risque d'accouchement prématuré. Qu'en y a-t-il en ce qui concerne le sarclage, le deuxième moyen préventif avancé? Donc, toujours avec la FIGO qui a pu distinguer trois cas de figure. Tout d'abord, les femmes asymptomatiques avec un antécédent obstétrical. La FIGO recommande un sarclage, mais ce sarclage, on doit savoir qu'il est indiqué sur les antécédents obstétricaux. Deuxièmement, les femmes asymptomatiques sans antécédents obstétricaux, mais avec des facteurs de risque. Là, il faut considérer le sarclage lorsque le col est raccourci inférieur à 25 mm. Et là, on doit savoir que le sarclage était indiqué sur des données échographiques. Pour les femmes symptomatiques, donc qui ont des contractions, on peut proposer le sarclage à chaud, mais c'est à considérer le cas par cas entre le bénéfice et le risque infectieux en cas d'accouchement et de menace d'accouchement prématuré. Quatrième cas de figure dont la FIGO s'est intéressée est le cas de grossesse gémellaire. Et là, le FIGO recommande qu'il faut considérer le sarclage lorsque la longueur cervicale est inférieure à 15 mm. En cas d'échec d'un sarclage vaginal, la FIGO recommande le recours à un sarclage abdominal. Donc, on ne parle pas d'échec de sarclage vaginal pour les patientes symptomatiques. Donc, seulement les deux premiers cas de figure, c'est-à-dire un sarclage indiqué sur des antécédents obstétricaux ou sur des données échographiques, et lorsque l'accouchement survient avant 28 semaines. Alors, pour le Collège britannique en 2022, donc, ces recommandations étaient concordantes avec la FIGO, mais il a ajouté quelques points. Tout d'abord, pour le Collège britannique, le sarclage est indiqué de façon systématique que chez les patientes qui ont un antécédent de plus de 3 accouchements prématurés. Pour ces patientes, si on a indiqué un sarclage qui n'a pas été fait, on peut préconiser une surveillance, donc rapprochée avec mesure de la longueur cervicale. À chaque fois, la longueur cervicale diminue et atteint ou inférieure à 2,5 cm, on peut proposer le sarclage. Finalement, donc, pour les femmes qui ont eu déjà un échec de sarclage vaginal, donc comme la FIGO, donc le sarclage abdominal peut être proposé. Ceci est un algorithme qui a été avancé par les autorités australiennes en 2021. C'est un algorithme très intéressant
parce que ça commence et ça distingue deux cas de figure. Tout d'abord, entre 16 et 23 semaines, lorsque la patiente a un antécédent de 2 accouchements de prématurés ou plus, là, le cerclage il est indiqué directement. Lorsque la patiente a un seul antécédent d'accouchement prématuré, donc là, la surveillance est préconisée et elle doit commencer entre 13 et 22 semaines. Commencer la progestérone à la dose de 200 mg kg, donc maintenue jusqu'à 36 semaines. Par jour. Par jour, 200 mg jour. Et si, malgré ça, la longueur cervicale va diminuer, là, le cerclage peut être indiqué. Pour les grossesses entre 24 et 34 semaines, si la patiente a un antécédent ou 2 antécédents d'accouchement prématuré, ça rejoigne le cas précédent, mais pour les patientes qui ont un antécédent de 3 accouchements prématurés ou plus, là, directement, c'est penser au cerclage cervical. Pardon. Pour les grossesses multiples, les données sont disparates d'une comité savante ou l'autre, et là, c'est une méta-analyse récente qui s'est intéressée à étudier l'effet préventif de la progestérone, de PCR et du cerclage pour les grossesses multiples. Comme conclusion, ce qu'on doit retenir, c'est que dans les grossesses gémellaires, bien qu'aucune intervention globale n'a été bénéfique pour la prévention de l'accouchement prématuré, il semble que la progestérone a un petit effet bénéfique chez les patientes qui ont un col raccourci. Pour le cerclage, il y a très peu d'études qui se sont centrées sur le cerclage en cas de grossesse gémellaire. Revenons à la FIGO, donc c'est les mêmes recommandations. La FIGO ne voit pas d'intérêt de donner de la progestérone chez les patientes à risque et ayant une grossesse gémellaire. On arrive au troisième volet de prévention qui est la limitation du dommage d'un accouchement prématuré. Là, c'est simple. Donc là, on est devant une menace d'accouchement prématuré et un accouchement prématuré peut survenir. Donc, on va parler de la corticothérapie. Donc, la corticothérapie anténatale pour la maturation pulmonaire. Donc, quelle que soit la molécule, ce qu'on doit retenir, quelle que soit la molécule d'hexa ou bêta-méthasone, c'est kiff-kiff. Pour le protocole, il est recommandé de suivre le protocole de 12 mg à 24 heures d'intervalle. Il faut savoir que lorsque l'accouchement est présumé dans les 18 heures qui suivent, il faut une maturation pulmonaire, malgré que on sait que l'effet, ça commence entre 48 et 72 heures. Donc, il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps, il faut donner quand même cette corticothérapie. Pour le sulfate de magnésium, avant 30 semaines, il est recommandé par la FIGO, entre 30 et 32 semaines et au plus tard 34 semaines, considérer le timing par rapport à l'accouchement. Il est indiqué si l'accouchement prématuré est jugé dans les 24 heures, si l'accouchement prématuré est induit, c'est le cas de prééclampsie par exemple sévère, il faut donner une cure au moins 4 heures avant l'accouchement, et si l'accouchement est prévu moins de 4 heures, il faut donner quand même ce sulfate de magnésium. Pour le protocole il est le même que la prééclampsie. Il faut continuer soit jusqu'à l'accouchement, soit 24 heures sans accouchement. Alors, comme conclusion ou comme take-home message, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet exposé? Tout d'abord, l'antécédent d'accouchement prématuré constitue le prédicteur le plus puissant de la survenue d'un accouchement prématuré. L'échographie a un grand intérêt dans la prédiction de l'accouchement prématuré, que ce soit par la longueur cervicale, par le SLATCH, par l'élastographie, ou par la mesure de la zone d'élargissement des surrénales fœtales. Les biomarqueurs constituent aussi un grand
ont aussi un grand apport pour l'identification des femmes à risque et dans la prédiction d'un accouchement prématuré devant des femmes asymptomatiques. Pour la progestérone, c'est la progestérone naturelle par voie vaginale qui reste le traitement de référence. Et merci. Merci Sylvarki pour le résumé de la bibliographie concernant la prévention de l'accouchement prématuré. Des questions dans la salle? Bonjour, docteur Mbarki. Bonjour, ma chère. Ça va? Alors, juste, j'aimerais bien poser la question de la place du PCR dans la prédiction de l'accouchement prématuré. Je sais que ça n'existe pas vraiment en Tunisie, mais est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'on a des résultats, des statistiques là-dessus? Merci. Le PCR, ça a été utilisé, mais en comparaison avec la progestérone, le cerclage, toutes les sociétés savantes ne le recommandent pas. Même dans les cerclages à chaud qui sont dangereux, on ne recommande pas les PCR en silicone. Bonjour tout le monde. Pour l'élastographie, vous en parlez comme si c'est quelque chose de très familier pour vous, mais nous, les praticiens, on n'a pas d'idée pour moi aussi. Hein? Voilà, donc quelques petits renseignements sur cette technique. En fait, c'est un calcul qui se fait par le logiciel de l'échographie, et en fait, ça mesure la réaction du tissu à la tension qu'on va produire sur le col, en fait, l'écho mammaire, et ils ont utilisé le même principe que le col. Donc, plus la résistance du tissu est importante, et ça veut dire cancer du sein, fait l'écho mammaire, mais ça veut dire col dur, et moins il est résistant, donc ça voudra dire col ramolli. Et en fait, c'est des chaînes de couleurs par rapport à cette tension en réaction à la pression qu'on donne, comment réagit le tissu, en fait. Voilà. C'est comme un espèce de Doppler, mais qui réagit à la tension des tissus et à leur réaction, en gros. En échographie vaginale. Il faut avoir la sonde qui le fait, oui. Mais c'est en échographie vaginale parce qu'il faut faire une pression sur le col. Oui, merci. Je voudrais vous remercier pour les deux présentations et ce tour d'horizon. Je voulais vous demander plus précisément que recommande finalement la STGO. Parce que c'est ça la vraie question. Enfin, je ne suis pas tunisien, mais je suis curieux. Parce que nous, je viens du Sénégal, donc on a les mêmes problématiques que vous. On a la chance d'avoir quand même le PCR. Nous, on fait à peu près 5 PCR pour un cerclage. Ce qui nous obsède, c'est les antécédents d'accouchement prématuré. Donc, anamnèse, on s'arrête là. Probablement qu'on en met trop de PCR, probablement qu'on fait trop de cerclage. Mais je pense qu'on nous pardonnera plus un cerclage en excès qu'un deuxième accouchement prématuré avec toutes les conséquences qu'on connaît, qui sont pratiquement les mêmes que les vôtres. Donc, je serais curieux de savoir, au final, qu'est-ce que vous faites? Merci. Alors, c'est Khaldi. En fait, c'est assez disparate. On n'a pas vraiment de recommandations nationales réellement, et je pense que cette session devrait aboutir à quelque chose. Mais en fait, par exemple, moi, à la Marsa, au Mondjislim, dans notre hôpital, on utilise le PCR. On utilise le cerclage, on ne cercle pas tardivement. En vrai, on s'arrête à 18 semaines, et plus tard que ça, on a pris un peu le volet de, à ce moment-là, mettre des PCR beaucoup plus que des cerclages. Les cerclages, on les fait beaucoup plus sur les antécédents au premier trimestre. Voilà, ça c'est ce qu'on fait, et le PCR nous a l'air jusque-là, et on étude encore entre guillemets, de pas trop mal fonctionner, même si dans la littérature sur le PCR, ça reste très contradictoire en fonction des populations. Comment il réagit le PCR? Il peut éviter la pose d'un utérus extériorisé, mais un PCR qui va empêcher la dynamique de raccourcissement du col utérin. Non. Oui, et le tout à fait d'accord. Et le cerclage. Et le cerclage, c'est la même chose. C'est même un fil, c'est plus court. On n'a même pas les bandelettes de cerclage. Et on fait la chirotographie. Merci beaucoup. Moi, je suis de la Guinée-Conakry. Moi, je suis très content d'être dans cette salle aujourd'hui parce que nous avons de sérieux problèmes par rapport à la prise en charge des menaces et des indications des cerclages.
Et normalement, moi, je suis partagé l'échographie endovaginale, l'échographie transabdominale, mais la dame a été très claire dans son exposé. Et quant au monsieur, il nous a parlé d'un échec de cerclage. Ça veut dire, est-ce que c'est le moment dépassé ou alors c'est mal fait, je suis resté sur ma faim? Qu'est-ce que vous appelez échec? Non. Est-ce que c'est dépassé ou c'est mal fait? Quand est-ce qu'il faut réellement, quelle est la date limite qu'il faut partir? Non. Qu'est-ce que... Oui. Des vertus du cerclage. C'est plus ça qu'autre chose. C'est pas une question de délai, c'est pas une question de mal mis, mais c'est les limites des vertus du cerclage qui est de plus en plus controversé. Alors encore plus le PCR qui m'a cassé à Abdelkader. Alors, pour revenir aux recommandations de la STGO, Brahim, et tu poses une très bonne question. C'est vrai que tout le monde dans son petit coin fait ce qu'il peut et ce qu'il a envie de, enfin, il a envie, ce qu'il voit le mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de consensus sur ça. Maintenant, c'est facile. Moi, je pense qu'il faut scinder cette situation en deux phases. C'est facile quand tu as une patiente devant toi qui a des antécédents lourds. C'est sur cette patiente-là, tout le monde va se mettre à bien la surveiller. On va s'y mettre tous les moyens, faire un cerclage. Celui qui a un PCR, il met un PCR. On va la mettre au repos, de la progestérone. Et à la limite, c'est un groupe qui ne m'inquiète pas outre mesure parce qu'il sera de toute façon bien pris en charge, entre guillemets, avec les moyens du bord. Alors, pour nous, les pays en voie de développement, les grosses surprises, et les néonates sont là pour en témoigner, viennent du groupe qui est censé ne pas poser de problème. Et là, je m'attendais, Chawki, à ce que tu insistes sur le délai de 12 semaines d'aménorrhée. À 12 semaines d'aménorrhée, on a une opportunité inouïe de trier la population. Une population à risque élevé de menace d'accouchement prématuré qui doit être surveillée régulièrement selon un protocole que tu as bien développé. Un peu trop peut-être, parce qu'à la fin, on n'a pas de très pratique. Et puis une population qui, tu peux demander à la sage-femme de s'en occuper, qu'elle peut voir une fois par mois, et de toute façon... Alors, c'est l'écho du col qui va faire ce tri-là. C'est l'écho du col qui va faire, du moins à notre niveau, les fibronectines, qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus scientifiques peut-être, mais l'échographie du col, c'est un moyen qui va te permettre de classer ta patiente, soit à risque élevé d'accouchement prématuré ou d'alerte. Et même si tu vas rater quelques patientes, ce n'est que quelques patientes, et le reste, tu vas vraiment pouvoir cerner la situation. Pardon, Sikhal, l'intérêt de l'échographie, comme a dit Nani, c'est le calibrage du col et la mesure de la longueur cervicale, c'est à 22 semaines. Donc, j'ai mis déjà la valeur de l'adjonction, n'est pas recommandée, mais l'adjonction de l'élastographie au premier trimestre couplée, ça peut nous faire... Mais docteur Ben Saïd, la longueur cervicale n'a pas été validée au premier trimestre. Ça va rien ajouter. Ça va rien ajouter. C'est bien d'être très scientifique comme ça, mais vos topos, essayez de les adapter. Ne nous donnez pas des outils qui n'existent pas. Mais on ne peut pas dire des choses erronées quand même. Non, pas erronées. L'effort qu'on vous demande, c'est bien, hein, vous êtes merveilleux. J'ai raté ta conférence, mais c'est bien, je vous aime beaucoup. Mais essayez d'adapter vos topos à notre contexte. On a adapté Synégie, mais il faudrait traiter et dépister 500 patientes pour prévenir un vrai accouchement prématuré pour 7 patientes. Il faut aussi penser en coût de santé, qu'on le veuille ou pas. Réellement. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire si ton col est court? C'est ça le problème. On ne parle pas des patientes sans facteur de risque, on est en train de parler du tout venant, du dépistage universel. Il faut continuer à les surveiller après, entre 16 semaines et 22, 23 semaines. Non, parce qu'en fait, c'est montré sur des méta-analyses que non, à 22 semaines, c'est beaucoup plus prédictif que plus tard. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Oh, le repos n'est pas recommandé.
Voilà, la progestérone, c'est vraiment la seule chose qui est vraiment prometteuse. Et c'est ça, la progestérone. Je vais continuer justement sur ce point. La progestérone naturelle micronisée à la dose de 200 mg par jour, et c'est jusqu'à 36 semaines, comme tous les deux vous nous avez dit. حبيت نزيد أنا حوايج عليهم pour expliquer comment la voie vaginale est meilleure par rapport à la voie non vaginale. Vous nous avez dit, Anis, que la progestérone retard, à la dose d'une injection par semaine, était moins efficace que la progestérone micronisée par voie endovaginale. Juste, حبيت نقول que la voie transvaginale, 200 mg par jour, va assurer des concentrations en progestérone in situ, localement, des concentrations au niveau de la fibre utérine plus élevées que si l'utérus était servi comme tous les organes quand on fait appel à la voie non vaginale, la voie intramusculaire hebdomadaire. مثلا حبيت نقول اللي la voie vaginale va réaliser des concentrations localement au niveau utérin plus que ne le fait la voie non vaginale. هذا من ناحية. من ناحية أخرى, ça évite le premier passage hépatique, ce qui va réduire la concentration systémique au niveau de tous les organes servis.